Je déclare ouverte la première table ronde autour des Jacques Puiset. Je voudrais vous présenter, avant toute chose, Gabriel Lepouzet, qui est docteur en neurosciences à l'Institut Pasteur et qui va orchestrer cette belle table ronde. Je vais tout de suite lui laisser la parole. Merci beaucoup pour votre présence qui nous honore. Et puis je vous laisse la main pour cette belle table ronde. Merci. Merci Sylvie. Bonjour à tous et merci tous d'être là, aux élus et à nos hôtes qui nous accueillent. Pour prolonger ce moment de convivialité, ça a été répété plusieurs fois, et pour continuer à travailler le verbe qui était si cher à Jacques Puiset, qui nous rassemble tous ici. Le verbe parce que c'est finalement le moyen de renforcer notre sociabilité et notre altérité. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est que quand je parle, je commence à m'adresser aux autres. Et c'est là que la perception, dont parlait Natacha juste avant, commence à se matérialiser dans le groupe. Et c'est là qu'on commence à communiquer. Alors, Jacques était une personnalité très complexe et très riche. Vous l'avez déjà un peu deviné, quelqu'un qui était à la fois un grand sage et en même temps quelqu'un de simple. Quelqu'un qui était un grand scientifique et qui était plein de poésie et plein de philosophie. Ça, c'est ce qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué dans ma rencontre avec Jacques dans la fin de sa vie. C'est sa capacité à vulgariser et à expliquer de la science, qui est parfois un peu indigeste, avec un peu de poésie, avec une petite sauce qui va vous permettre de digérer cette science avec beaucoup plus de facilité et de comprendre finalement le vivant, l'aliment. Derrière cette table ronde se cache aussi finalement quelque chose qui nous rassemble tous certainement ici. C'est l'idée que l'aliment, c'est un élément de base pour apprendre à se connaître soi-même. Ça, je suis sûr que si Aristote n'avait pas dit cette phrase, Jacques Puiset aurait pu la dire. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, l'aliment, éveil de sens, qui va nous permettre de nous connaître nous, mais aussi de connaître notre ancrage et l'ancrage de cet aliment dans un paysage, dans un territoire, parce que l'aliment nous parle. Et comprendre ce que nous dit l'aliment, comprendre son message, comprendre ce qu'il veut dire, c'est toute la clé de la philosophie et de la pédagogie de Jacques. Alors, ce qui nous rapproche aussi, c'est que son héritage dépasse beaucoup de frontières. On a dit que c'était un personnage scientifique, un biologiste, un œnologue, donc beaucoup travaillé dans le monde du vin, beaucoup travaillé avec le monde des chefs. Son approche du goût a marqué les plus grands chefs, commençant par Alain Sandrin, par exemple, mais Pierre Troisgros et bien d'autres. On aura ici des représentants aussi de cette histoire qui montrent encore une fois comment il a été capable d'inscrire sa science dans le réel. Et dans le réel, le plus, j'ai envie de dire, le plus propre à tout le monde, c'est l'alimentation. On mange tous les jours, 3 fois par jour. Et son message était extrêmement universel à ce niveau-là. Et puis un monsieur qui avait une approche très transversale, finalement très moderne pour son temps, très pionnier, parce que à la fois parler de science, de poésie, de philosophie, tout ça dans la même bouche d'une même personne, qui était aussi quelqu'un de très humaniste, très bienveillant. Ça, vous l'entendrez plusieurs fois aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne disait jamais non, qui était toujours ouvert aux autres, jamais de propos négatifs. Quelqu'un qui a vraiment porté les gens aussi par son caractère. Donc témoin de son rayonnement scientifique et gastronomique et pédagogique, je vais commencer par donner la parole à Natacha Polony, qui nous fait l'honneur d'être là parmi nous en tant que présidente de l'Institut du goût et qui très tôt a célébré le message de Jacques, y compris malheureusement le lendemain de sa mort, en parlant de lui comme un trésor national humain. On a perdu un trésor national humain. Natacha, qu'est-ce que ça voulait dire ce cri du cœur ? Alors, merci beaucoup d'avoir repris ce terme qui, en effet, qualifie Jacques tel que je l'ai vu dès que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré tout simplement grâce à Perico Légas, mon époux, qui m'a présenté Georges Jallerat, que vous connaîtrez tout à l'heure. Et c'est chez Georges que j'ai appris à connaître Jacques, il y a maintenant entre 10 et 15 ans. Et j'ai pensé en le voyant à cette distinction qui existe au Japon, qui est une distinction officielle décernée par le ministère de l'Éducation nationale, et ce n'est pas anodin.
trésor national vivant. Pourquoi ? Parce que au Japon, il y a cette idée que la transmission du savoir accumulé par des êtres qui ont acquis une expérience, une connaissance exceptionnelle, nourrit les jeunes générations. On n'est pas oublieux des vieux au Japon. Ce qui est peut-être chez nous, en revanche, un défaut national. Et Jacques aurait dû acquérir une reconnaissance de la part de toutes les élites de ce pays, ce qu'il a porté, ce qu'il a fait, les recherches qu'il a menées, les réflexions qui sont les siennes, c'est ce qui constitue la quintessence de notre identité française. On l'a vu depuis quelques mois, puisque nous étions privés de vie sociale et de restaurant, c'est-à-dire de la possibilité de nous retrouver ensemble autour d'une table pour vivre un moment de partage, un moment dans lequel se noue quelque chose de très spécifique qui est à la fois le lien entre les êtres humains et le lien entre ces êtres humains et ce qu'ils sont en train de manger et de boire. Et là, nous nous sommes dit, mais c'est la civilisation française qui se joue autour d'une table. Eh bien, c'est ce que Jacques avait compris le premier, bien avant tout le monde, et surtout qu'il a inlassablement essayé de transmettre. Quand je disais que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui, au Japon, offre cette reconnaissance, c'est parce qu'évidemment, cela relève de la transmission de ce qui constitue une nation. Et la France a cette spécificité de s'être constituée autour d'une table et autour d'une belle bouteille. C'est ça qui fait que nous savons vivre ensemble. C'est notre façon à nous de célébrer le monde tel qu'il est, la merveilleuse diversité géographique de ce pays. Et ça, c'est ce que Jacques comprenait mieux que quiconque, puisqu'il est celui qui, plus que tout autre dans ce pays, a défini la notion de terroir, c'est-à-dire la spécificité géographique et culturelle d'un lieu, qui est le mariage, je le disais tout à l'heure, de la terre, du ciel, de la lumière et des hommes qui perpétuent une tradition. Il avait évidemment une connaissance absolument époustouflante de cela, une connaissance extraordinaire et que, pour ma part, je n'aurai jamais, c'est-à-dire que je ne prétends pas être son héritière dans le sens où j'aurais un quart, un millième même des connaissances qu'il avait. Et je pense, hélas, que nous sommes dans un pays qui vénère un petit peu trop l'intellect pur et sa transmission par les livres. Or, les connaissances qu'avait Jacques sont des connaissances qui, en fait, ne sont transmissibles que dans l'expérience. Quand j'ai commencé à connaître mieux Jacques, j'ai partagé, grâce à Perico, des repas avec lui. Et ce que je faisais, c'est que j'avais un calepin et un dictaphone et j'enregistrais, je notais, parce que chaque repas était un moment de grâce. Une pièce de théâtre, c'était d'ailleurs son terme, c'est une pièce de théâtre, les acteurs apparaissent et il faut évidemment les comprendre, les écouter, entendre le coup de théâtre qui va se passer à tel ou tel moment si tel vin ne s'entend absolument pas avec le plat, mais que tel autre, tout à coup, le rencontre. C'est tout cela qui se joue. Et évidemment, c'est du vécu. Ça ne s'écrit pas dans des livres. Est-ce pour cela que Jacques n'a pas été entendu par les élites de ce pays? Pas suffisamment, alors même que tout son enseignement constitue ce qu'il y a de plus moderne, puisqu'à travers son approche de l'alimentation, c'est en fait la préservation de la biodiversité dont nous parlions tout à l'heure qui est en jeu, c'est le respect de la nature, c'est la façon dont nous allons ensemble constituer une communauté, c'est tout cela qu'il incarnait. Donc oui, c'est un trésor national vivant, et aujourd'hui il est vivant à travers ce que nous allons perpétuer de lui. Et message vivant qui se perpétue au-delà de ses frontières tourangelles, qui va au-delà du message français. Ce professeur de goût qui était Jacques Puzet, peut-être qu'il n'a pas été assez entendu en France, mais il était extrêmement écouté à l'étranger. Tu as parlé du Japon, par exemple. C'est un exemple de... On connaît les affinités qu'il y a entre la France et le Japon, du point de vue gastronomique, mais on se rend compte que c'était notre meilleur ambassadeur aussi, du goût à la française.
Bien entendu, justement parce que le fondement de la philosophie de Jacques était, vous avez prononcé le mot d'humanisme tout à l'heure, c'était l'humanisme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et finalement, c'est ce qu'il y a de plus exportable de la civilisation française, parce que en tout lieu sur cette planète, il y a des terroirs et il y a des êtres humains pour comprendre ces terroirs. Ce que Jacques appelait le véritable droit du sol. C'est-à-dire le fait que quand on arrive dans un lieu, d'où qu'on vienne, quelle que soit l'histoire dont on est l'héritier, si on comprend le sol sur lequel on est, si on essaye de sentir la façon dont ce sol a dicté un mode de vie, eh ben on peut s'intégrer n'importe où. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en imposant son sang, on respecte le droit du sol. Et donc, évidemment que Jacques était le plus immense ambassadeur de cela. Il existe un institut japonais du goût. Il y a aujourd'hui des liens avec des associations en Europe, parce qu'il y a évidemment dans toute l'Europe des gens qui veulent aussi comprendre leur propre terroir, perpétuer cette façon d'être au monde. Je disais que c'est très français et c'est universel. Et la lecture qu'avait Jacques de ce qu'est notre humanité peut se transmettre absolument partout. Alors cet effort de pédagogie, qu'on l'a de manière... On devine son approche très globale et holistique du goût, mais parfois il a été aussi amené à aider à propulser des approches beaucoup plus précises. Et un exemple que vous avez devant vous, c'est le nez du vin. Vous avez peut-être rencontré ce coffret une fois dans votre vie. Tout à l'heure, on vous le laissera le manipuler. Le coffret du nez du vin, c'est un coffret qui a été créé par Jean Lenoir dans les années 80, qui en fait avait comme idée très simple et très pédagogique de proposer une sélection d'arômes dans des petits flacons pour vous permettre d'apprendre à reconnaître les arômes du vin. On revient sur l'importance du verbe. C'est difficile de parler d'un vin parce que parfois on ne trouve pas les mots pour le dire. Qu'est-ce que ça sent ? Et il va me dire plein de séries d'arômes et je ne comprends pas. Et du coup, ça rend l'objet un peu trop élitiste. Voilà une approche très pédagogique pour donner un vocabulaire, donner un alphabet, créer une espèce de pierre de rosette aussi quelque part pour qu'on puisse tous parler le même alphabet, l'alphabet aromatique. Alors Jean est malheureusement pas là avec nous. Il appartient à la génération de Jacques Puzet, même s'il est encore en vie. Mais il nous a laissé un beau texte qui va être lu par Sylvie. Un texte très personnel qui raconte les anecdotes de rencontres qu'il a eues avec Jacques Puzet et comment il a réussi à le propulser là où il est aujourd'hui. Mon cher Jacques, nous nous sommes rencontrés en 1976 à la Foire de Paris, où tu donnais tes premiers cours d'initiation à la dégustation des vins. Ce fut un coup de foudre immédiat. J'étais alors directeur adjoint de la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône, la 14e du projet d'André Malraux, la première étant celle de Bourges, inaugurée par le général de Gaulle en 1961. Avec Jean-Jacques Fouché, le directeur, nous cherchions alors à introduire le goût et l'odorat dans ces établissements culturels, au même titre que la musique, le théâtre, les arts ou le cinéma. Le succès des ateliers de découverte des vins de France et du monde, organisés dans la France entière, aboutit en 1981 à la création du Nez du Vin, que tu as préfacé pour mon plus grand bonheur. En 1985, avec Alain Sandrins et le docteur Parcé, vous mijotiez des accords mets et vins qui ont donné naissance au goût juste. Tu m'as invité à faire partie de ce groupe qui s'est réuni une fois par mois au Lucas Carton durant 5 années, de 1985 à 1990. Nous dégustions un plat, chaud de préférence, accompagné d'une dizaine de vins, et nous élisions le meilleur accord gustatif. Ce fut un enrichissement personnel merveilleux et inoubliable. Ces réflexions ont ouvert la voie et ont incité de nombreux chefs étoilés à s'interroger. Tel plat, quel vin ? Et de nombreux ouvrages ont été écrits sur le sujet. Notre amitié créatrice m'a conduit à répondre à tes souhaits d'une première petite dictée sensorielle de 6 arômes pour les enfants, ta cible prioritaire. Puis 4 autres petites collections de 6 arômes constituant le nez des enfants, destiné à l'initiation des petits au sein de l'éducation nationale. Plus récemment, en 2019, en tant que président d'honneur de l'Académie Amorim, tu avais délicieusement concocté pour 24 personnes
2 journées d'anthologie pour la remise du Grand Prix Sciences et Recherches 2019. Notre séjour a démarré dans l'enceinte de Chinon, autour d'une blanquette à l'ancienne, très accueillante. Il s'est poursuivi sous les voûtes immenses des caves peintes et s'est terminé les pieds dans les vignes, où Jacques, tu nous as fait goûter la terre. De même à la cave, chaque vin dégusté était accompagné de son terroir nourricier. Quelle chance pour Chinon d'avoir un enfant que Rabelais aurait aimé avoir comme fils. Toujours, tu nous manqueras. Jean Lenoir. Merci Jean pour ce touchant hommage. Une autre personne qui n'est elle aussi pas avec nous, qui appartient aussi à cette génération-là, qui n'est pas ici mais qui se trouve à ma gauche ici, à votre droite, c'est Didier Michel. Didier Michel, c'est un personnage aussi, artiste peintre, créateur de parfums, avec pour ces 2 facettes un background, une formation assez intense. Et puis une faculté assez curieuse, celle d'être synesthète. Synesthète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Didier Michel a la curieuse faculté de voir une couleur à chaque fois qu'il sent une odeur. Ça, vous avez déjà entendu parler de ça avec Rimbaud, certainement, qui est le meilleur ambassadeur de la synesthésie. Mais là, on a quelqu'un qui, quand il sent une odeur, il voit une couleur apparaître dans sa tête. Et donc, il a appliqué ça au vin et a créé un concept de code odeur-couleur, de mémoire couleur du vin, pour essayer de retransmettre par la couleur le message sensoriel du vin, le message aromatique, gustatif, tactile du vin. Alors, je vous invite vraiment à feuilleter cet ouvrage. Et là encore, Jacques Puiset avait senti qu'il fallait aider cette personne, faire germer la graine suffisamment et l'arroser pour pouvoir faire émerger un autre concept de pédagogie pour permettre à l'aliment complexe qu'est le vin d'être plus accessible, de parler peut-être à d'autres dimensions de notre perception qui ne sont pas forcément celles du verbe, qui sont, je vous le rappelle, peut-être le plus difficile. Dans une dégustation, parler du vin, connecter mes aires olfactives avec mes aires du langage, du point de vue cérébral, c'est assez compliqué. Alors, pour comprendre un peu l'impact de Jacques Puiset et comment il a soutenu ce projet-là, on va lire la préface qu'a écrit Jacques Puiset pour le livre de Didier Michel, qui va être lu par Michel. Le vin, breuvage des dieux. Le vin, substance sacrée à la valeur symbolique, ce breuvage des dieux, eau de vie qui leur conférait l'immortalité, fut depuis la nuit des temps présent dans les peintures, les sculptures, chanté par les poètes, magnifié par les philosophes, cité maintes fois dans la Bible. Cette boisson, source d'énergie, fille de la terre par le cep, fils de l'air par le raisin et enfant de l'homme par son œuvre, n'a cessé au cours de l'évolution des civilisations d'être appréciée pour ses vertus. Aussi rien d'étonnant que sa place dans notre quotidien ait conservé cette constance. Le vin est en effet la boisson de table la plus riche en expressions sensorielles et surtout celle qui possède le plus de facultés d'adaptation. Étant un produit éloigné du figé, s'opposant ainsi à toute notion de fabrication, ses expressions sont multiples. Plusieurs centaines de milliers d'expressions différentes les unes des autres sont ainsi à notre disposition chaque jour. On comprend alors la place que le vin n'a cessé de tenir dans un monde civilisé attiré par l'authentique, et cela au cours des repas. La gastronomie est issue de cette cuisine dite bourgeoise, où la cuisinière faisait certes la cuisine, mais surtout donnait à manger, où, plus ou moins consciemment, ces plats plaisaient au vin conservé dans la cave. Ainsi, le vin était dans le choix des mets plus présent qu'on ne le pense, afin que l'acte de faire bonne chère, le boire et le manger servi étant juste en fonction de l'instant et de ses humeurs, apporte le plaisir attendu. Alain Sindrins en a fait sa ligne créatrice en préparant le plat pour le vin, source d'inspiration généreuse.
Remercions donc ces hommes de la terre qui, inlassablement contre vents et marées, bien souvent ébranlés par le dogmatisme ou le puritanisme des puissants, continuent de nous proposer des expressions authentiques au travers de leur vin, fidèles reflets de l'air et de la terre autour desquels le cep de vigne se développe. Parmi ces milliers d'expressions, dans le même état d'esprit qui nous anime devant une œuvre picturale ou musicale, 65 vins, dont 7 étrangers, ont été choisis. Leur style s'est fixé en fonction de leur notoriété, c'est-à-dire que pendant 20, 30, voire 100 ans, l'homme n'a cessé d'épurer leurs traits de caractère afin qu'ils soient justes face aux éléments de l'année, notamment au climat qui certes marque son temps, sans pour autant en dénaturer le style originel. Cet ouvrage est destiné à nous mettre en quête de ces paysages sensoriels que l'homme a fait passer de la terre au verre en utilisant un capteur privilégié, la vigne, et une fonction spontanée du vivant, le ferment. Tout ceci sous la conduite d'un homme qui a su intégrer ces notions et s'en imprégner avec la souplesse que seul l'esprit de pérennité peut inculquer. Mon Dieu, que le fossé est grand entre l'homme qui élabore et l'homme qui fabrique, à moins que son œuvre soit unique. Afin d'offrir ces monuments de la civilisation du vin à notre désir de comprendre ce que nous buvons en buvant le vin, quelques précisions sur des sujets tels que le terroir, le style du vin, le bouquet sont proposées au cours de ce livre. Puis alors, on profitera, à travers l'œuvre de Didier Michel, d'une démonstration offerte à partir du vin, objet plurisensoriel qui, métabolisé, puis mémorisé par l'homme sous forme d'images cérébrales, peut devenir une source de création pour un artiste. Merci Michel. Alors là, on entend un écrit de Jacques qui, vous voyez, utilise des métaphores qui sont extrêmement vibrantes. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter Jacques, ou en tout cas d'écouter un extrait d'une conférence qu'il a donnée en 2020, peu avant de mourir, et dans laquelle j'ai extrait une petite séquence de 4 minutes dans laquelle il commente un vin. On va faire un travail pratique de dégustation avec lui, et j'espère qu'il nous écoute, parce que c'est un travail de dégustation en plus sur un vin qui a 34 ans. On est sur un Beaujolais, et j'en dis pas plus, on l'écoute, et je vous demande juste d'apprécier comment, dans ces 4 minutes, on réussit à sentir le scientifique, le poète, et le lyrisme avec lequel il s'exprime, et les notions d'accord, mets et vin qui sont partie intégrante de toute sa pédagogie et de toute sa philosophie. On l'écoute. Donc ce vin de 34 ans, robe légère, la note ambrée, le nez était très développé, avec des notes compotées, fruits rouges, tous ces trucs-là, ça c'est facile. Et puis ce caractère de la sagesse, que j'appelle moi sagesse, c'est-à-dire où les choses sont accomplies, rassemblées. Et puis on a des petits ventres de Garenne, et puis à côté pierreux, une certaine chaleur. Donc c'était un vin qui avait fait tout un boulot sur lui-même pour arriver à cela. Ça ne s'était pas fait tout seul, hein, sur lui-même. Il avait œuvré sur lui-même. En bouche, c'était plein, coulant, vif, mâche fine et une très belle écriture. Moi, j'aime bien écrire les vins. Une forte persistance, et là, ça a été dit tout à l'heure, la longueur. L'âge du vin donne de la longueur. Et quand il y a de la longueur à un vin, c'est intéressant, c'est comme un oiseau. Hein, on parle toujours de la queue d'un vin. Ben, un oiseau sans queue, ça ne vole pas loin. Et un vin sans queue, c'est pareil. Donc, le mûrissement du vin en bouteille a tendance à lui donner des plumes pour mieux voler. Et puis, on a une idée, à ce moment-là, de minéralisation. Vous savez que je considère qu'un vin jaune on ne peut pas employer le terme minéral. On peut dire c'est pierreux, terreux, comme vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà dans ces vins qui ont un certain nombre d'années que la chair, enfin, le corps,
charnue, si vous voulez, s'atténue, mais que la minéralisation s'implique. Et c'est bien ça, une évolution de la matière. On perd de l'organique et on va sur le minéral. C'est impressionnant de voir ça au fond d'un verre. Ça vous est offert gratuitement. Alors, ensuite, le vin était charmant. J'étais très surpris. Et j'ai dû le mettre en scène parce que c'est important. Oui, alors j'avais une petite côte d'agneau grillée sur des cèpes de vigne, enfin, tout ça. Et je l'ai rapproché parce que c'est ça, en fait. Le vin n'est pas un solitaire. Le vin est un personnage de société. Il aime rencontrer le solide. L'humide n'existe que par le solide et le solide n'existe que par l'humide. Donc, j'ai dit, tiens, avec cette côte d'agneau, très simple, et sur le gras, il a été heureux comme tout. Il m'a dit, tu sais, ça, c'est un bon mariage, je mets tout mon corps dans la chose, et ça me rend même un peu plus jeune. C'est intéressant. Puis j'avais une salade de laitue du jardin, alors je l'ai mis sur le olive moi j'ai des vinaigres d'une trentaine d'années, donc quelques gouttes de vinaigre. Le vin a été heureux comme toujours. Et sur le verre, il a eu un discours sans heurte, avec une idée de partage, alors que sur le blanc de la laitue, le vin il est devenu plus puissant. Il m'a dit, j'aime moins. Donc je sors mes muscles et je t'offre une petite note rancio, toute légère. C'est ça qui est admirable, qu'avec un seul acteur, il va vous donner des répliques différentes. Parce que là, on est dans le monde du théâtre, c'est ça. Le vin est un acteur et il va jouer. Le vin est un acteur et il va jouer. C'est ça qu'il faut retenir de ce message. C'est la capacité qu'il avait à anthropomorphiser le vin. Le vin est un personnage, le vin est vivant, le vin est un acteur. Et ça, il l'a personnalisé dans un concept qui est le concept du goût juste. Et je voulais donner la parole à Perico, parce que ce concept du goût juste, c'est quelque chose qui vous anime au quotidien. Pas facile de parler après ce texte qui est un peu émouvant, qui touche beaucoup de gens qui l'ont connu. Mais derrière ça se cache un message universel. Qu'est-ce que la notion de justice peut bien avoir à faire avec la dégustation du vin? C'est quand même curieux comme principe. La justice, c'est quoi? Dans une définition simple, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Dans une forme d'harmonie, d'équité et de restitution de ce à quoi chacun a droit pour être remercié de ce qu'il apporte. C'est ça la justice. Et la rupture de cet équilibre conduit à l'injustice et au désordre. Appliqué au vin, qu'est-ce que veut dire Jacques Puiset quand il institue le goût juste? D'abord, il rejette la notion de bon et de mauvais. C'est une réalité, mais c'est une notion commerciale. Le bon et mauvais sert à déterminer le prix et la valeur des choses. On va même jusqu'à mettre des notes. C'était quelque chose qui glorifiait. Des guides et des dégustateurs qui mettaient 19 sur 20 ou 17 sur 20 à un vin, c'est quelque chose qui le traumatisait. On ne juge pas un produit par rapport à sa valeur commerciale, économique ou financière. On en a besoin pour fixer des prix. Mais c'est là l'activité des marchands. Celui qui déguste pour lui-même doit reconnaître ou établir la justesse du vin. Cette justesse du vin, elle répond à quoi? Elle répond à l'esprit du vin. Le vin, qu'est-ce que c'est? Le vin juste. Il n'est ni bon ni mauvais, il est juste ou il n'est pas juste. Nous avons en France une réglementation, une législation dont une partie porte sur l'appellation d'origine protégée ou l'appellation d'origine contrôlée selon que l'administration soit française ou européenne. Et l'étiquette vous donne une information. Le vin juste est celui dont l'étiquette raconte la vérité. Lorsque j'achète une bouteille de vin, j'ai une étiquette sur la bouteille, c'est un contrat que je passe avec le producteur, et le contenu de la bouteille doit correspondre à ce que dit l'étiquette. Si l'étiquette me dit que ce vin provient d'une appellation donnée, qui peut être en Val-de-Loire, qui peut être le Mareuil ou la Pissotte pour prendre des appellations
local. Et ici, au Prieuré de la Chaume, on a aussi une appellation. C'est un cru en soi. Peut-être un Gilles obtiendra-t-il sa reconnaissance officielle par les instances compétentes, mais c'est un vin d'un endroit qui raconte quelque chose. Le vin juste, pourquoi il doit être juste? Il doit restituer les paramètres qui le constituent. Nous l'avons dit tout à l'heure, le vin, et Jacques l'a rappelé dans sa description du vin qu'il dégustait, c'est d'abord du sol, c'est-à-dire de la géologie, que les racines de la vigne vont visiter, dans lesquelles les racines de la vigne vont puiser l'information organoleptique. Ce phénomène ne pourrait pas se faire si nous n'avions pas cette plante qui envoie ses feuilles et qui les tourne vers le ciel pour capter la lumière solaire, pour capter l'air. Donc nous avons bien le mélange de la terre et du ciel. Et puis nous avons la plante, qui est entre les deux, à la hauteur du sol. Et c'est cette plante cultivée par l'homme, dont le raisin va être transformé, élaboré après fermentation pour obtenir du vin. Eh bien l'ensemble de ces informations, l'ensemble de ces paramètres doit être restitué fidèlement par le vin au moment de la dégustation. La phrase sacrée de Jacques Puiset pour définir le vin juste, qui est la définition, j'allais dire, empirique de ce qu'on appelle l'appellation d'origine, c'est un vin juste est un vin qui a la gueule de l'endroit où il est né, c'est-à-dire qui restitue tous les paramètres géoclimatologiques, géologiques, du paysage et du terroir où la vigne a poussé, et les tripes de celle ou de celui qui l'a fait, c'est-à-dire que la notion humaine, c'est là où l'homme intervient, et le vin est un produit profondément humaniste, parce que si on laisse juste la grappe de raisin mûrir sur son cep, la destination, elle va tomber, c'est de devenir du vinaigre, et l'apport culturel de l'homme, c'est d'interrompre ce processus naturel de la grappe qui va au vinaigre pour en faire ce produit qui est le vin, qui est la synthèse de paramètres célestes, de paramètres aériens, de paramètres géologiques de la Terre. Cet ensemble s'appelle le terroir, et chaque terroir a droit à sa reconnaissance identitaire que la République française en 1935, parce qu'il y avait 2000 ans de tradition monacale, c'est l'Église. Ce sont les moines qui, en France, les premiers, ont pensé qu'il fallait nommer. Et quand Jacques Puiset dit il faut nommer, parce qu'on ne peut pas se souvenir si on ne nomme pas quelque chose, que ce soit un être, que ce soit une scène, que ce soit un paysage, que ce soit un instant, c'est le mot qu'on a mis dessus, c'est le verbe qui va créer l'instant et qui va permettre d'intégrer et de mémoriser le phénomène. Et l'appellation d'origine, elle donne le nom de l'endroit, de la gueule de l'endroit, et les tripes de celle ou de celui qui l'a fait au vin. C'est ça, le goût juste. Cela s'applique pas seulement au vin, cela s'applique aux vaches maraîchines. Elles doivent avoir la gueule de l'endroit où elles ont pâturé, où elles sont nées, et elles doivent avoir les tripes du bonhomme qui les a élevées, on en a ici, et également pour un fromage. Un fromage qui est juste, il n'est pas bon ni mauvais, ça ce sont des paramètres personnels. Moi je peux vous dire que je connais quelqu'un de juste, et quand je le rencontre, je ne le supporte pas. Donc il est bon et mauvais, mais le vin c'est un critère personnel. Ensuite c'est le goût de chacun, on dit le goût et les couleurs. Oui, nous avons une perception naturelle qui correspond à nos sens, à nos 5 sens, la façon dont nous les vivons, nous les percevons, dont nous les utilisons, et nous aurons une conclusion dans l'assiette ou dans le verre ou dans la rencontre, c'est bon ou mauvais. Mais ça n'intervient pas dans la définition intrinsèque du vin, qui est la notion de juste. Le fromage, la même chose. Les fromages de France, nous en avons 48 en appellation d'origine, il y en a 400 au total, et 1000 si on compte les six diversités. Chacune a la gueule de l'endroit et les tripes de bonhomme qu'il a fait. Et lorsque l'on cueille un légume du potager, je pense qu'ici il y a des gens qui ont leur potager, lorsqu'on va cueillir la tomate, lorsqu'on va cueillir la fraise, qu'on la goûte avec les enfants, eh bien cette tomate, pour qu'elle soit juste, c'est-à-dire pour qu'elle restitue tous les paramètres géoclimatologiques qui font qu'on va les déguster avec plaisir, elle doit avoir la gueule de l'endroit où elle est née et les tripes de la bonne femme ou du bonhomme qui les accueillit et de celles qui vont en faire la salade, bien entendu. Donc la justesse est une notion qui est partout. On peut l'appliquer de façon universelle à toutes les dégustations, à toutes les appréciations. Est-ce qu'une peinture est juste? Oui. Est-ce qu'une photographie est juste? Oui. Est-ce qu'elle me restitue bien le paysage? Jacques Puiset aimait à me dire, quand on dégustait ensemble, on ferme les yeux, si le vin ne te dit pas quel est le paysage et l'environnement dans lequel il est né, s'il ne te restitue pas ses paramètres, la gueule de l'endroit, eh bien c'est que le producteur s'est mis à la place du terroir pour le remplacer, c'est-à-dire c'est un vin qui est signé. Eh bien, vous avez des photographies où le photographe aime bien se mettre devant. Le photographe, et le vin est une photographie de l'endroit et de l'instant, le vin doit être la photographie fidèle
de l'endroit où il est né. C'est ça la définition du vin de France. Ensuite, je respecte toutes les autres définitions. On a les œnologues qui sont là pour nous expliquer avec leurs produits, on concentre, on extrait, on retire, on élève, on boise, on surboise. Ça, c'est de la cuisine. Et on peut faire avec la grappe de raisin ce que l'on veut. Et je respecte les gens qui aiment les vins qui, pour moi, sont épouvantables, des vins surextraits, surconcentrés, surboisés, bodybuildés, qui sont des vins de concours qui ont en général 99 sur 100 dans les guides étrangers. C'était l'anti-vin pour Jacques Puiset. Jacques Puiset, c'est le vin probablement de celui que le Christ a eu dans sa coupe le soir de la Passion, la grappe de raisin pressé qui restitue ce qu'il était dans sa simplicité. Il n'y avait pas de mauvais vin pour Jacques. Il n'y avait pas de petit vin. Il y avait le vin de l'instant, le vin de l'endroit, et le plus modeste des vins, ce qu'on dirait une piquette, d'un paysan qui a pressé son raisin et l'a donné, avait la même noblesse, la même charisme, la même justesse qu'un grand cru devant lequel il était admiratif. On a dégusté ensemble les plus grands vins du monde dans des conditions qui étaient sublimes. Eh bien, il n'y avait pas de hiérarchie sociale, il n'y avait pas de hiérarchie culturelle, il y avait la vérité du vin dans son origine, dans son identité. Si elle était respectée par l'homme et si elle restituait l'endroit où elle était née, eh bien, le vin juste correspondait à l'approche que Jacques en faisait. C'est vrai pour un plat et c'est vrai pour la façon, voilà, de parler de Jacques. Il faut être juste avec Jacques Puiset. C'était un homme qui avait ses qualités et ses défauts, mais il aimait transmettre cette passion de l'instant et de l'endroit. Et avec lui, une tartine de pain, une tasse de café, un verre d'eau même, pouvait être un instant de haute gastronomie, parce qu'à chaque instant, l'émotion sensorielle nous restituait la gueule de l'endroit où nous étions et les tripes de ceux avec qui nous avions partagé ces bienfaits de la terre. Merci beaucoup, Périgot. Et merci de nous rappeler cette maxime qu'il faudra connaître par cœur pour pouvoir accéder au buffet. Ce sera votre sésame. Alors, on parle de vin, et d'accord, et quelqu'un qui a été nourri justement par Jacques, qui a été éclairé par Jacques très tôt dans sa carrière. On a la chance d'avoir un grand sommelier ici, qui est Nicolas Brossard, qui vient en voisin, que vous connaissez certainement, puisque c'est le propriétaire associé du restaurant Christopher Coutenceau, 3 étoiles, et qui, après une carrière de sommelier brillante, il a fréquenté les meilleurs palaces et les plus grands chefs, a surtout commencé à l'âge de 17-19 ans dans un restaurant qui deviendra 3 étoiles aussi, celui d'Alain Sandrins, où, jeune commis sommelier, il a vécu cette rencontre avec Jacques Puiset et Alain Sandrins, qui concoctaient, comme disait Jean Lenoir tout à l'heure, concoctaient pour la première fois des accords mets et vins, qui réfléchissaient sur la construction d'un plat pour un vin. C'était extrêmement novateur à cette époque-là. Je fais un plat pour aller sur le vin, et pas l'inverse. Alors, Nicolas, j'ai envie que tu nous amènes un peu dans ces arrière-cuisines de chez Sandrins pour nous faire partager ça et nous faire vivre un peu ce travail. Voilà, bah écoutez, je suis extrêmement honoré tout d'abord d'être là, et ça va être difficile pour moi de parler après de telles éloquences et de Natacha et de Périgot. Effectivement, moi je pense être un enfant un peu de tout ça, et je pense que ce que nous faisons, en 2 mots, ce que nous faisons avec Christopher à La Rochelle, ça découle de tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai appris il y a 30 ans déjà, parce que effectivement j'ai eu le bonheur de débuter ma carrière à l'âge de 18 ans chez Monsieur Sandrins, tout jeune commis sommelier. Et c'est vrai que ça me fait penser, là, en vous écoutant, que parce que nous avons racheté avec Christopher il y a 14 ans la maison de ses parents, qui était déjà une très très belle maison, très connue. Christopher et son père ont dit, donc j'étais leur chef sommelier, l'assistant de direction de la maison depuis 4-5 ans lorsqu'on a racheté. Et ils ont dit, voilà, on est en train de définir comment on allait racheter la maison. Et Christopher, c'est venu d'eux, et ils ont dit, tu sais Nicolas, si on réussit dans le futur, Christopher m'a dit, si on réussit le restaurant, s'il continue à marcher, ça sera autant grâce à toi en salle et en sommellerie que moi en cuisine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'associer à 50-50, parce qu'un restaurant, c'est un tout. C'est non seulement une grande cuisine, mais également le vin et le service qui va avec et l'accueil. Et donc c'est un peu ce que moi j'ai vécu depuis mon enfance grâce à M. Sandrins. Et je me suis rendu compte, et pour moi c'est une conviction ferme et définitive, que Alain Sandrins, pour ça, était pour moi le plus grand cuisinier du XXe siècle. Je le dis, et j'en ai croisé depuis quelques-uns de très très grands et très fameux, avec peut-être parfois oui, plus fameux encore que M. Sandrins. Mais pourquoi ? Parce que Alain Sandrins, grâce à Jacques Puiset, avait compris que le plaisir ultime de la table, le grand restaurant, c'était quand le vin
allait parfaitement avec le plat et que l'un et l'autre se sublimaient mutuellement et que c'était ça le plaisir ultime de la table. Un plat tout seul, peut avoir des choses à dire, mais on peut être ennuyé. Un vin tout seul, mais quand on a le vin, qu'il soit bon ou mauvais, ou qu'il soit dans ce que disait Monsieur Périgot-Légat, moi je me souviens, j'ai des souvenirs d'accords. On faisait des ravioles de pétoncle avec courgettes, avec un beurre monté aux fleurs de thym. Servi avec un chignin. Donc, c'est-à-dire, on allait chercher un chignin de chez Michel Quenard à l'époque, fabuleux. Donc, ça allait de ces vins qu'on a achetés à l'époque, je sais pas, on achetait ça 10-15 francs dans les années 89, 80. Et puis, à côté, il faisait un lièvre à la royale avec un Châteauneuf-du-Pape de Beaucastel, hommage à Jacques Perrin en 83. On servait du Haut-Brion au verre, mais c'est parce que le Haut-Brion allait parfaitement avec ce plat-là. Mais on pouvait, s'il le fallait, on allait chercher, il n'y avait pas de souci pour aller chercher vraiment la découverte de vin de Loire ou la découverte de Savoie. C'était pas le problème. Et effectivement, j'ai eu le bonheur, et je me rends compte après, je ne sais pas si j'avais vraiment la conscience de vivre ça à l'âge de 18 et 19 ans. En plus, j'arrivais de province, hein, moi je suis originaire de la Loire. Et donc, c'était un peu. Et ça prenait des proportions parfois pour créer ces plats et ces accords mets-vins avec Monsieur Puiset. Alors, il y avait Chave, il y avait Monsieur Chave qui était là, il y avait le Père Perrin et tout ça. Il y avait un monde, il y avait Michel Dauvat qui était un philosophe incroyable, un monsieur. Et donc, on commençait à déguster un vin. Et puis là, donc, Monsieur Sandrin, ça allait donner des instructions cuisine. Il cuisinait pas trop, Monsieur Sandrin, ça, il était très, très entouré. Et donc, on commençait il allait faire un plat. Et puis, alors là, on dit, maintenant, ça va pas, il faut aller chercher un autre vin, l'autre millésime ou la parcelle d'à côté. Et cette discussion, c'était incroyable. Hein, c'était comme des génies. Moi, j'imaginais toujours Van Gogh devant sa toile qui est en train de créer. C'est-à-dire que ça partait dans tous les sens, c'était très féerique, très poétique, et donc ça pouvait durer à la fin de la journée, comme ça on se retrouvait dans le bureau de M. Sandrin ou dans un des salons Place de la Madeleine, au-dessus du Lucas Carton, et on se retrouvait avec 60, 80 bouteilles ouvertes partout dans le bureau, et il était 18h, et on avait... le millésime, on allait chercher le 2000, je dis n'importe quoi, le millésime à l'époque, 82, 83, alors on va me chercher le Clos de la Barre... 85, c'est mieux que... Et on pouvait rester des heures. Et alors, on était tous les sommeliers étaient au garde à vous. On était 9 sommeliers à l'époque. C'était une maison très, très importante. On était 35 en salle, donc 9 sommeliers. Et c'était pour dire l'importance que M. Sandrin s'attachait à ses accords mets-vins et les souvenirs fabuleux avec M. Puiset. Je suis très, très honoré de rencontrer sa fille aujourd'hui. Et voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vais laisser la parole vraiment autour de la table. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. Ça nous fait légèrement saliver tout ce que tu nous racontes. Et moi, j'ai encore en mémoire dans ma tête le goût et le jus de la petite côte d'agneau grillée là, au petit sarment de vigne. Là. On a la chance d'avoir avec nous Véronique, la fille de Jacques Puiset, qui nous fait l'honneur d'être ici. Et Véronique, moi, quand j'entends Jacques nous parler de sa cuisine, j'ai envie... que vous nous racontiez un peu comment c'était. C'était aussi l'effervescence, comme ça, 80 bouteilles partout dans le salon, des poêles qui cuisent partout, des marmites qui frémissent. Comment c'était ? Alors d'abord, bonjour à tous. Et puis, je suis très touchée et très émue, forcément, après ce qu'on a entendu tout à l'heure. En entendant la voix de papa, c'est forcément très émouvant. Merci, Sylvie. Merci, Christian, pour ce bel hommage qui nous réunit. Merci Natacha pour ce relais qui va être pris avec autant de justesse, j'en suis certaine. Oui, forcément, quand j'entends Perico, quand je vous entends, c'était ça, Natacha le sait aussi, c'était le quotidien. Même si on était un petit peu éloigné géographiquement, mais on savait toujours se retrouver autour de la table. J'ai eu la chance, donc depuis maintenant plus de 50 ans, de vivre des moments de convivialité, de partage. Il a su nous transmettre et nous faire vivre ça. Autour de choses simples, mais justes. Le mot « juste » a toute sa valeur. On rendait toujours hommage aux vins, aux produits. Il fallait les mettre en scène à tout point de vue. Que ce soit dans l'assiette, dans la manière de choisir le plat, le vin. Rien n'était laissé au hasard. Parce que derrière, il y avait cette bienveillance face à ces hommes qui avaient su créer les choses.
Et aujourd'hui, je suis toujours sensible et toujours émerveillée par tout ce que les arts de la table peuvent nous procurer comme plaisir. C'est sans limite. Et j'adore cuisiner. Et là-dessus aussi, il faut dire aussi que c'était un grand chef. Hein. On avait la chance, j'ai eu la chance d'avoir au quotidien un 3 étoiles avec ces bouteilles et cette cave qui n'en finissait jamais aussi à la maison. Donc si ça n'allait pas, on passait d'une bouteille à l'autre. J'ai des souvenirs avec des grands chefs aussi. Avec Alain Sandrins, notamment, je me souviens très bien, chez Olga Raffo, avec Olga, et où on était juste à l'entrée, donc avec les asperges du terrain. Donc on a essayé des chenins, ça n'allait pas. On est passé sur des rosés, ça n'allait pas. Et nous avons fini sur un marc. Et nous n'étions qu'à l'entrée. Voilà. Donc ce sont effectivement des dîners, des déjeuners qui n'en finissaient pas. Moi-même, j'étais un peu enfant, mais j'ai tout de suite adhéré et j'ai tout de suite été dans ce partage parce que peut-être que je n'avais pas le choix de faire autre chose aussi. Mais aujourd'hui, ça m'a servi. Ça m'a servi parce que même une tomate, il faut savoir la sublimer et lui donner et la mettre en valeur et la choisir, bien sûr. Mais après, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir colorer l'assiette. Et associer bien évidemment le vin qui va la réjouir. Donc oui, il nous a, on l'a admiré, on l'a écouté, on essaie de faire. Aujourd'hui, on pense forcément à lui au quotidien par tout ce qu'il nous a transmis. Il est toujours en nous. Et ça ne s'arrêtera jamais. C'est ça qui est extraordinaire autour de la table et de ces grands hommes qui ont créé tous ces vins. Voilà. Donc, merci à vous. Merci. Alors, on l'a compris, sur la table de Jacques, il y avait beaucoup de vins ligériens. Et s'il y a un grand homme du pays ligérien qu'il faut saluer, il est à côté de moi, c'est Georges Jallerat, qui a été un prescripteur des vins de Loire, mais aussi un entremetteur entre beaucoup de personnes. Grâce aussi à ce qu'il a construit, de ses petites mains d'agriculteur, il a construit le Grand Monarque à Chartres, grand hôtel-restaurant que vous connaissez certainement. Et puis surtout, il a été le créateur, le fondateur avec Jacques Puzet de ce qui s'appelle toujours la Paulée des vins de Loire. Et derrière cette Paulée des vins de Loire, on va retrouver encore, et Georges va nous en parler, toutes les missions tacites que se proposait d'agir, de mettre en action Jacques Puzet, la pédagogie, la science du goût, la recherche de nouveaux vignerons, la propulsion d'un vignoble et d'un cépage. Être ambassadeur d'une région, c'est aussi en parler et magnifier cette région-là. La Paulée des vins de Loire, Georges, c'était tout ça quelque part, tout ça en même temps. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Tout à fait, je vais répondre, mais je commencerai et je terminerai mes propos par ces quelques mots. Ma femme ici présente, nous avons eu de la chance de rencontrer Jacques. Beaucoup de chance. Donc, on a repris le Grand Monarque à Chartres dans les années 68 exactement. Nous étions autodidactes, madame et moi-même, pas cuisiniers, pas d'expérience, pas de parents dans l'hôtellerie, pas rien. Bon. Et très peu d'argent. Merci les banquiers. Conclusion, pour redémarrer cette affaire qui était un peu en voie de disparition, la cuisine, il y avait des chefs qui étaient convenables, etc. Et on a maintenu très rapidement la qualité. En ce qui concerne les vins, mon prédécesseur avait une très belle cave de vin de Loire, qui était réduite, mais où il y avait déjà de bons viticulteurs.
il fallait que l'on trouve un moyen pour nous faire connaître les Jalras. Et j'ai pensé que le vin serait un moyen qui nous permettrait de... Enfin qu'on parle de nous. On avait de l'ambition. Jacques Puzet crée dans les années fin 70 les séminaires d'œnologie à Tours avec le président d'Herlay-Château le président d'Herlay-Château, Géolivreau, mais le président se plaignait que les gens de la salle, les maîtres d'hôtel, il n'y avait pas trop de sommeliers à l'époque, ne commentaient pas les vins, ne se mettaient pas à la portée des clients assez pour leur faire passer un bon moment. Ce que l'on a parlé tout à l'heure, ce que Perico a dit, cette union entre la cuisine et la salle, il fallait un déclic. Les séminaires commencent à Tours et je m'inscris immédiatement. Et là, la rencontre avec Jacques a été instantanée, 3 séminaires de suite, et je lui ai dit, on ne va pas se quitter. C'est sûr que je te reverrai, mais j'ai besoin de toi. Et il a été de grandes paroles parce que à chaque fois que je me suis permis de l'appeler pour lui demander un renseignement, sa réponse était toujours la suivante: qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit Georges? Ça, c'est de la chance. Donc, la polée, pour vous dire, vous recommander exactement, ça vient du grec et c'est la fête de la fin des vendanges, c'est-à-dire épaule contre épaule. Il y avait une polée en Bourgogne qui s'appelle la polée de Morceau, que vous avez tous entendu parler, où je vous souhaite que vous ayez assisté. Et il y avait une polée à Paris, dans un très bon restaurant qui s'appelait Taïwan. Je suggère à Jacques Puzet de créer cet événement à Chartres, mais avec les vins de Loire, qui était notre passion. À cette époque, en début 82, nous avions notre ami Georges Duboeuf, qui est malheureusement parti, qui nous envahissait avec son Beaujolais. Et j'étais pas très content. Et j'ai dit, il faut qu'on améliore la Loire, il faut qu'on nous fasse connaître. Donc, création de cette polée en 83 à Chartres. Et Jacques tenait à souligner qu'elle était faite pour les vignerons de la Loire qui allaient au Salon agricole à Paris. Et au retour, ils s'arrêtaient à Chartres, en l'occurrence chez nous. C'était l'image qu'il faisait au départ. Donc, il y a donc plus de 40 ans, enfin à peu près 40 ans maintenant, que cette manifestation existe. Je rappelle que cette manifestation a été financée depuis le début jusqu'à ce jour sans aucune aide de qui que ce soit dans la profession, ni au point de vue de... L'addition était payée par le grand monarque. Et Jacques était le principal collaborateur, parce que sans lui, on n'aurait pas pu le faire. Donc le but, c'était de faire venir, d'inviter ces vignerons pour qu'ils se connaissent et qu'ils se reconnaissent, d'inviter des jeunes pour qu'ils puissent profiter de l'expérience de Jacques et de la gastronomie qu'on mettait à côté pour qu'ils puissent améliorer les vins qu'ils élaboraient. Conclusion, c'était, au bout de 4-5 ans, 180 à 200 personnes à déjeuner, 15 vignerons choisis par votre serviteur, le maximum de jeunes vignerons qui avaient fait 2 ou 3 récoltes, mais pas plus. Et quand ils présentaient leurs vins, on les appelait après, enfin on les appelle toujours d'ailleurs, et ils commentaient comment ils avaient fait, enfin, leur méthode à eux à l'époque, questions-réponses, et ça permettait qu'ils se rencontrent, qu'ils se revoient, tout ça avec des journalistes et des restaurateurs. Voilà comment a été créée la polée. Elle persiste maintenant avec nos enfants
depuis 38 ans. Elle est française, indépendante, non subventionnée. Merci Jacques, mon second papa. Vive la France. Et vive les Danois. Merci beaucoup, Georges. On va écouter la parole d'une autre personne qui a été littéralement sauvée par Jacques Puzet, ou en tout cas quelqu'un qui a eu aussi beaucoup de chance. C'est un ancien chef 3 étoiles qui s'appelle Jean Bardet, encore un local, un Tourangeau, château de Belmont, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et on va lire un texte qu'il a choisi de nous laisser, à défaut de pouvoir venir avec nous, pour nous parler aussi de cette rencontre avec Jacques et de comment Jacques a été décisif dans toute sa carrière et dans sa construction intellectuelle et sa réflexion du goût d'un plat et d'un vin. Ça sera lu par Sylvie. Texte de Jean Bardet. Jacques Puzet m'a tout apporté. Je l'ai connu à Châteauroux, à la fin des années 70. À l'époque, je peux le dire, je ne faisais pas encore de la cuisine. Je faisais à manger. Jacques Puzet m'a sauvé la vie. C'est Jean Bardet, l'ancien grand chef étoilé, qui parle ainsi de son ami, Jacques Puzet, scientifique, œnologue, fondateur de l'Institut du goût, décédé dimanche à l'hôpital de Chinon à l'âge de 93 ans. J'étais un estropié du goût. Jacques Puzet m'a fait comprendre que j'étais un estropié du goût, un handicapé des sens, et que si nous étions dotés d'un nez, d'un palais et d'une paire d'yeux, ce n'étaient pas des appareils d'ornement. Il m'a éveillé au goût, à l'analyse sensorielle. Il m'a incité à suivre des stages à la Tortinière. Sans cet éveil sensoriel, je n'aurais jamais fait de la cuisine. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il m'a aussi appris à connaître le vin, à le goûter. Ce qui d'ailleurs vaudra à Jean Bardet d'être par 2 fois finaliste au concours du meilleur sommelier de France. Quand Jacques Puzet rencontre Jean Bardet, celui-ci n'est encore gratifié que d'une honorable note de 13,5 sur 20 au guide Goemio. Quelques années plus tard, influencé par son maître à penser, Jean Bardet décroche la note de 19,5 sur 20. Il sera désigné à 2 reprises cuisinier de l'année en 1985 et 1992 par le guide gastronomique. Merci. Alors, Jacques Puzet, un mentor du goût. On l'a vu qu'il œuvrait en cuisine, il œuvrait dans la cave, il œuvrait autour des vignerons. Et c'est là-dessus aussi qu'on aimerait terminer cette table ronde. Écoutez le message de Jacques quand il vient voir un vigneron et qui vient voir le sol et qui vient voir les vignes, qui vient en tant qu'agriculteur, quelque part presque, pour voir et faire le lien entre le sol et l'objet qu'on déguste. Et je vais donner la parole à Christian, qui est notre hôte ce soir, mais qui est aussi un de ses fils spirituels, entre guillemets, dans le sens où il a construit tout son projet ici à travers sa rencontre avec Jacques. Alors, il est vrai que Jacques est incontestablement mon mentor, ou un de mes mentors. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai rencontré, on était en 1991. À cette époque-là, j'étais en poste en Touraine, directeur de l'interprofession des vins de Touraine. Et j'étais juste arrivé que déjà l'entourage professionnel me disait il y a quelqu'un qu'il faut absolument rencontrer. Chose qui s'est réalisée très vite. Et j'ai croisé Jacques Puzet, et c'est vrai que c'était une révélation immédiate. Jacques nous a accompagnés ensuite, je suis resté 5 ans en Touraine, et il nous a accompagnés à chaque repas, puisque en charge de l'interprofession des vins de Touraine, nous avions pour mission d'assurer la promotion des vins de la région. Et à ce titre, nous organisions beaucoup de déjeuners, de dîners presse. Jacques était toujours avec nous. C'est vrai que c'était un festin, c'était du théâtre, mais c'était magnifique. C'était toujours beaucoup d'émotions. J'aimerais témoigner aussi le côté malicieux du personnage. On l'a un petit peu oublié, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Il est très difficile de passer derrière tout le monde.
Mais j'aimais beaucoup le côté malicieux de Jacques. Et j'ai en souvenir cette belle image quand il commentait, carnet de notes à la main. Il se levait comme ça et puis il prenait à témoin les uns et les autres. Et subrepticement, il levait les yeux au-dessus ses lunettes cerclées. Et il vous interrogeait en disant, vous laissant supposer que finalement il y avait peut-être un désaccord vain et aimé. Voilà, mais c'était amusant et c'était de folles aventures à chaque fois. J'aimerais aussi témoigner d'une chose importante. Jacques était un combattant. Et on est très heureux d'accueillir Natacha aujourd'hui, ici, présidente de l'Institut Gou. Mais moi, j'ai souvenir du combat qu'il a mené pour mener haut et fort cette lutte pour la création de l'Institut français du Gou à l'époque. Je sais aussi tous les revers qu'il a eus, et ça a été compliqué. Il ne faut pas l'oublier. La vie est un combat, et il a eu son lot de batailles. Et je crois que l'hommage doit souligner ça aussi, bien sûr. C'est une longue... derrière son humanisme, derrière sa malice, derrière tout ce qu'il y avait dans la force du personnage, n'oublions pas le samouraï français. Georges. Et puis, oui, c'est un mentor. Malheureusement, les différences de génération font que les parcours des uns et des autres, la vie se fait ainsi. Moi, je ne l'ai plus croisé après, mais il est toujours resté. Et comme vous disiez tout à l'heure, Véronique, il est dans nos esprits. Il ne m'a jamais quitté. Et c'est vrai que quand j'ai posé les pieds ici pour créer ce vignoble de toutes pièces, c'est incontestablement un personnage qui m'a beaucoup poussé et qui continue d'entretenir. Souvent, j'utilise des expressions qui lui reviennent. D'ailleurs, j'ai envie d'en citer une dernière, peut-être pour aider à conclure cette soirée. C'est « Soyez humbles et ouverts, et vous serez invités au festin de la vie ». Je ne voudrais pas clore cette réunion et ce début de festival sans rendre hommage au grand et noble territoire qu'est la Vendée. Je rappelle que Jacques Puiset est poitevin d'origine, il est de Poitiers. Je n'ai pas entendu beaucoup parler du mot Poitou aujourd'hui. Je rappelle seulement les découpages régionaux administratifs sont ce qu'ils sont. Ils ignorent l'histoire ou la contournent. La Vendée, c'est le Poitou historique. C'est la fine fleur du Poitou, de cette province royale, magistrale. Et la Vendée, c'est le bocage poitevin. Il y a différents bocages en France, bocage normand. L'un des plus beaux bocages, c'est le bocage poitevin, qui porte le nom de Vendée, puisque la Révolution a voulu prendre ce fleuve, dont j'ai appris qu'il coulait il y a quelques années ici, et qu'il coule désormais de l'autre côté de la colline. Comme quoi, comme les partis politiques, les fleuves peuvent être fluctuants. Je voudrais rendre cet hommage à la Vendée, parce que le symbole de la Vendée, c'est une croix posée sur le Sacré-Cœur de Jésus. Pour Jacques Puiset était croyant. Et au-delà de la définition que je vous ai donnée de la gueule de l'endroit et des tripes de celle ou de celui qui a fait le vin, il aimait cette métaphore symbolique de dire pourquoi le vin avait pour lui un caractère sacré. Sacré et quasiment divin. Il disait, mais réfléchis bien, nous avons cette forme physique de la vigne, nous avons cette plante, ce cep qui est planté dans le sol, qui prolonge ses racines dans le sol pour en capter les informations, les éléments. Le sommet de la plante est tourné vers le ciel pour capter le message des cieux et de la lumière. Donc nous avons le plan, le cep, qui est à la verticale, cette verticalité qu'il aimait rappeler dans la dégustation du vin. Le vin était vertical, horizontal, cette verticalité terre, ciel, terre. Et puis la vigne est posée sur la terre à l'horizontalité du sol. C'était la forme de la croix. Et il disait, quand un vin était juste, il disait, regarde, ils se croisent. Et il disait, tu comprends pourquoi le Christ a choisi le vin comme symbole du sang de Dieu? Parce que c'est l'expression la plus fidèle du mystère de la création, du mystère de la vie. Aucune idéologie confessionnelle dans sa démarche
Il disait obtenir à partir d'une grappe de raisin. N'oublions pas que la vigne était une liane sauvage, que l'homme l'a domestiquée. Le vin est un produit profondément culturel. C'est un produit profondément transformé. Et je dis bien à ceux qui vous parlent de vin naturel et de vin bio, oui, bien sûr, mais c'est l'œuvre de transformation agricole la plus poussée que l'homme ait pu obtenir. Et à partir de cette grappe de raisin, de ces différents cépages qui vous racontent une histoire selon l'endroit où ils ont poussé, selon le ciel qui les a fait mûrir, selon l'environnement qui les a vus grandir, je vous parle de photographie, je vous le restitue, voilà, il y a ce message sacré qui restitue le mystère de la vie, le mystère de la terre, et obtenir à partir d'une grappe de raisin. Nous avons tous bu de bons vins, nous avons tous bu des grands vins, peut-être certains ici en ont bu meilleur que d'autres, mais qu'on arrive avec cette grappe de raisin blanc ou grappe de raisin rouge à obtenir un vin et les sensations du vin, et quand vous avez un grand vin, et il m'est arrivé avec Jacques Puiset d'avoir la larme à l'œil tellement c'était beau, comme on peut s'émouvoir devant un coucher de soleil ou une lune étoilée, un paysage, un tableau. Le vin en tant qu'œuvre d'art, et l'art et culture est là, parce que, attention, les vignerons ne sont pas des artistes, ce sont des artisans d'art, et quand on déguste un vin immense qui vous envoie un message sublime, qui chante dans votre cœur, qui clame une poésie, on se dit qu'effectivement, il y a un côté divin et que l'on peut se croiser en dégustant ce vin. C'est le message du ciel, c'est le message de la terre. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, en tout cas, le vin a cette faculté de nous rassembler tous, et même quand on est en Vendée, on a des vins, quand on a les produits de la Vendée, quand on a les volailles de la Vendée, les produits de la mer. La Vendée est une nation, la Vendée est une patrie, et nous allons aujourd'hui la célébrer dans cette Eucharistie profonde. Hein, voilà. Je ne sais pas si elle est catholique et royale ou elle est républicaine, mais l'âme vendéenne est là, et je sais qu'avec les vins, voilà, du prieuré de la Chaume, vous avez la chance, vous Vendéens, Poitevin de Racine, de célébrer le culte de votre terroir et cette entité qu'il faut défendre coûte que coûte, parce qu'elle est menacée par des gens qui voudraient en faire quelque chose de banal et de non original. Nous sommes Vendéens, aujourd'hui nous sommes tous Vendéens. Merci Pierrico. Alors, depuis tout à l'heure, vous avez peut-être entendu, il y a une petite alouette dans le ciel qui chante, toute humble, toute joyeuse. Je ne sais pas si c'est Jacques qui nous écoute et qui nous envoie un message, mais en tout cas, on va le célébrer sa mémoire avec ce qu'il savait transmettre aussi. Tout à l'heure, on a dit « Buvez toujours et vous ne mourrez jamais ». Dernier mot, et pour notre autre, avec qui on va célébrer. Buvez tout de suite. Du four, on le retire tout fumant et tout doré. Aussitôt, chacun admire le gâteau bien préparé. Il a fort belle apparence, on est pressé d'en manger. Mais pour de la consistance, il n'en faut pas exiger. Mettez-le dans la balance, c'est léger, 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 léger. Mettez-le dans la balance, c'est léger, 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 léger. C'est léger, léger, c'est léger, bien léger. Chacun dit la belle mine, c'est un gâteau sérieux. Mais pour peu qu'on l'examine, on s'aperçoit qu'il est creux. Bien des gens dans notre France ainsi peuvent se juger.